J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Mariette Carrier-Fraser. Mariette est née à Jog, dans le nord de l'Ontario. Elle a travaillé à Hamilton, à Toronto. Elle habite maintenant à Ottawa. Elle est à la retraite, mais partout où elle est passée, tant sur le plan professionnel que bénévole, on la connaît pour son dévouement, pour son engagement et surtout pour sa ténacité. Elle a apporté de grands changements dans notre façon de fonctionner, dans la façon d'avoir accès à nos services, tant dans le domaine de l'éducation que de la santé. C'est un grand plaisir de la recevoir aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à l'émission. Oui, c'est un plaisir de recevoir Mariette Carrier-Fraser. Moi, je dis toujours Mariette Carrier. Hein? Bon. C'est correct? Oui, oui, c'est parfait. C'était mon nom avant de devenir Carrier-Fraser. Mais tout le monde te connaît comme Mariette Carrier-Fraser, donc Ouais. on a l'habitude de dire les deux aussi. Mariette, dans l'intro, merci beaucoup d'être là. Hein? C'est un Ça me grand fait plaisir. vraiment plaisir, finalement. Et puis, oui, on s'est essayé souvent. Il y avait toujours une tempête de neige ou quelque chose qui nous empêchait. Félicitations, premièrement, pour la dernière reconnaissance, qui est celle du droit puis Radio-Canada. Mais oui. Personnalité de l'année 2015. C'est impressionnant, hein? T'as dû... C'est quelque chose d'impressionnant parce que là, on ne parle pas rien que de l'Ontario, là. On parle de l'Ontario et du Québec. Là. On parle de la grande région et de tous les domaines d'activité. Oui, c'était vraiment... Parce que moi, disons, je m'attendais à ce qu'il y ait toutes sortes de personnalités. Je ne m'attendais pas nécessairement à recevoir la personnalité de l'année. Mais quand ils ont passé à travers les différentes personnalités, mais j'ai dit, pourquoi est-ce qu'ils m'ont invité, moi, ici, vraiment, dans le fond, là, tu sais? Ah oui, je comprends. Tu as demandé. Puis ensuite de ça, puis là, les gens disaient, puis il y a quelqu'un qui est venu me voir, puis il dit, c'est toi qui aurais dû avoir le prix qu'on vient de donner. En J'ai dit, éducation. écoute, non, ce n'est pas une éducation, je ne me rappelle pas si c'était bénévolat, etc. Là, tu sais. Mais là, quand j'ai reçu le prix, j'étais... Non, ça m'a touchée vraiment, dans le fond. Puis honorée aussi. Puis très reconnaissante, parce que je me dis, ça complète bien des choses, mais ça permet de reconnaître les autres qui ont travaillé avec moi aussi. Parce que je me dis, le prix que je reçois, moi, seul, là, je ne l'aurais jamais reçu. Mais avec le travail avec les autres qui m'ont toujours appuyé pendant un demi-siècle. Un demi-siècle. mais oui, je sais, les gens qui reçoivent des reconnaissances disent toujours ça, si ce n'était pas des autres, mais il faut quand même que quelqu'un prenne le flambeau et court avec. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui va l'allumer, il y a quelqu'un qui va l'échanger quand c'est le temps, mais toi, tu as couru avec le flambeau. Puis il y en a toujours qui essaient de l'éteindre. En plus, hein? Oui. Parlons pas de ceux qui essayent de Non, l'éteindre tout de non. suite, on pourrait l'essayer tantôt, en parler plus tard dans l'émission, mais parlons de toi, bien, premièrement, si tu dis 50 ans, un demi-siècle, peut-être plus, non? Ça fait combien de temps tu travailles, là? Bien, moi, comme enseignante, j'ai commencé à 17 ans. Puis, quelques années plus tard, quand je suis déménagée dans le sud de l'Ontario, là, j'ai commencé à m'impliquer vraiment dans la communauté francophone. Alors, ça fait vraiment, disons que même si j'ai commencé à 25 ans, j'en ai 73 cette année. Ah, tu as 73 ans, Mariette? Bien, là, je vais l'avoir dans quelques mois, là. Mais tu le fais pas du tout. Non, ben, c'est ça, parce que mon anniversaire de naissance, c'est le 19 octobre, alors 73 ans. Ah, bien, en année. même temps Mais que j'en les suis élections fière. fédérales. Tu as J'ai- fêté ça cette année avec les élections. Oh oui, moi, je voulais un seul cadeau, puis je l'ai eu. Ah, tu l'as eu, ton cadeau. C'était le premier ministre. Oui. Justin Trudeau, c'est le cadeau de Mariette cette année. Donc, ben, écoute, ben, félicitations d'avoir pu te maintenir comme tu l'as fait. Mais aussi, qui aurait, si tu avais à nommer une ou deux personnes qui ont été qui t'ont le plus soutenu tout au cours de ta carrière, ce serait qui? Est-ce que tu pourrais nommer quelqu'un? Oh mon Dieu, il y en a tellement. Mais au départ, là, depuis tout, quand j'étais jeune, mes parents ont toujours été là. OK. Ils ont toujours été très fiers de nous parce que mon père avait une 4e année. Il était bûcheron. Ma mère a toujours été à la maison, puis elle avait complété une 5e année, mais elle était l'aînée de 13 enfants. Alors, c'est elle vraiment qui a élevé les autres. Alors, mais nos parents nous disaient toujours, quand vous allez aller à l'université, ce n'était pas si vous y allez. Quand vous allez à l'université, puis ils disaient toujours, si vous êtes pour faire quelque chose, faites-le comme du monde. Ça, c'était leur expression. Papa, si vous faites quelque chose, faites-le comme du monde, mais faites-le pas du tout. Ouais. Mais il disait pas en tout, lui. Ouais. Alors, Il faut puis penser. c'est vrai, puis on a toujours senti, ils étaient toujours fiers. Quand il m'arrivait n'importe quoi, puis ils pouvaient participer, là,
Ils sont venus à certains endroits où j'étais reconnue pour quelque chose. Puis ils étaient très, très fiers de dire hey, c'est notre fille. Mais il y en avait bien d'autres dans la famille, puis ils sont fiers de nous tous. Mais moi, parce que c'était plus évident, c'est toujours une reconnaissance publique. Ouais. Oui, c'était toujours des reconnaissances publiques. Puis tu venais de... Et où est-ce que... Combien de frères et sœurs? On était 10. J'ai un jeune frère qui est décédé à l'âge de 2 ans. Mais alors, on est 7 filles, 2 garçons. Et puis Jog, c'est dans le nord de l'Ontario, c'est Dans près le de fin Hearst. fond des bois. Oui, c'est dans le fin fond des bois. C'était un rang, sur un rang. Là. Puis il y avait, d'un côté de la rivière, il y avait les parents de ma mère, puis de l'autre côté de la rivière, il y avait les parents de mon père. Alors, mon père et ma mère ont traversé la rivière à un moment donné, j'imagine. Ils se sont rencontrés sur leur Puis radeau. on a vécu jusqu'à l'âge de 14 ans. Moi, on habitait à Jog. Pas d'électricité, pas de téléphone, pas d'eau dans la maison, la salle de toilette dehors, une école de rang avec tout le monde dans la même classe. Des profs qui souvent Quand étaient tu dis pas pas qualifiés. d'électricité, tu veux dire à la maison, pas La maison. d'électricité? Pas d'électricité, il n'y avait rien chez nous. Alors, imagine-toi, les lampes à l'huile, puis mes filles disent toujours, dans l'ancien temps, quand tu étais jeune. Mais Ah oui, non, c'était ça. On a eu l'électricité, je pense, j'avais 12 ans, alors quelques années avant qu'on déménage. Mais c'était ma mère, le lavage à la main, pas de réfrigérateur, hein, un poêle à bois, faire chauffer l'eau dans un poêle à bois. Alors, la salle de la toilette, c'était dehors. Alors, c'était primitif. c'est pas le confort qui fait en sorte qu'on s'épanouit dans la vie. Non, pas du tout. Puis on n'a jamais senti qu'on était pauvre parce que tout le monde était un peu pareil. Puis il nous manquait absolument rien au niveau des nécessités de la vie. On avait un toit sur la tête, on avait des parents qui nous aimaient, des frères et sœurs avec qui on s'entendait bien, on se chicanait aussi, c'est normal. Puis l'école où je suis allée. Ensuite, j'ai été pensionnaire pendant un bout de temps parce que à Jog, on se rendait on est déménagé à une école de village quand j'étais en 5e année. Ensuite, pensionnaire dans un couvent pour le 9 et 10, mais parce que mes parents voulaient qu'on continue nos études, puis ils ne pouvaient pas se permettre de nous envoyer pensionnaires. C'est pour ça qu'on est déménagé à Hearst pour pouvoir aller à l'école secondaire publique. Mais c'était des écoles anglaises à l'époque. On interdisait l'enseignement du français. Oui. On enseignait le... Mais comme c'était à Hearst, ça se passait en français, j'imagine. Oh non, ça se passait en anglais. Oh oui. À l'école? À l'école, oui. Il y avait peut-être une dizaine d'élèves qui étaient anglophones dans l'école, mais notre directeur d'école, c'était un Écossais qui ne parlait pas un traître mot d'anglais, de français, c'est-à-dire. Puis nos profs, la majorité est francophone, mais ils enseignaient en anglais. Alors, on enseignait des mathématiques en anglais, l'histoire, même le latin. Moi, j'avais appris latin et français, mais là, c'était latin et anglais. Alors, le seul qui enseignait en français, c'était notre prof de français, puis il appelait ça Special French. Non, t'es pas sérieuse. Ah oui, même dans un village comme Hearst, oui. Puis les gens à la maison, si vous ne connaissez pas Hearst, il faut connaître Hearst. Hearst, dans le nord de l'Ontario, c'est très, très, très francophone, à 99,9%. Les anglophones sont assimilés à Hearst, parce que les anglophones qui ont vécu là depuis un moment parlent français. Alors, disons, la moyenne est à peu près entre 93 et 95 %. C'est toujours comme ça. Mais... La loi de la province, imagine-toi. Bien, c'était la loi à ce moment-là, c'était la loi. Moi, j'allais dans une école, je suis allée dans une école privée, parce que mes grands-parents payaient pour moi. Donc, c'était en français, mais ceux qui allaient au UC High School, c'était en anglais. Bien oui. C'était en anglais, puis, oui. Mais puis on ne se sentait pas menacé, par exemple, parce que nous, tout le monde parlait français, de toute façon. Oui, c'est ça. Alors, on se disait, bien... Mais moi, j'avais de la difficulté, je comprenais presque rien. J'avais été pensionnaire, c'était dans un couvent avec les sœurs de la congrégation de Notre-Dame. Puis à Jog, on prenait l'anglais à l'école, mais je veux dire, on ne le parlait pas. Alors, c'était un peu raide, disons. Oui. Mais ça ne t'a pas empêché de faire ton chemin? Non, pas du tout. Parce que l'anglais, comme on dit toujours, ça s'attrape. Ça s'attrape, oui. Puis là, j'ai enseigné 2 ans à Hearst. Ensuite, 1 an à Raymore, c'était toujours très francophone. Puis alors, à ce moment-là, comme de raison, dans les écoles élémentaires, on enseignait en français. Puis ensuite, là, je suis déménagé dans le sud de l'Ontario, strictement en anglais. Oui. Tu as vécu à peu près dans toutes les régions de l'Ontario? Définitivement dans toutes les régions de l'Ontario. Je connais la province comme le dos de ma main, vraiment, parce que j'ai vécu dans le nord. Ensuite de ça, je suis allé à Paris, qui était à Brantford. J'ai habité Cambridge, j'ai habité Thornhill, j'ai habité Hamilton, Kitchener-Waterloo, Mississauga, qui était Streetsville dans le temps, à Thornhill, qui était au nord de Toronto. Puis ensuite, je suis revenu dans le nord pendant 4 ans comme directrice régionale au ministère à North Bay et Sudbury. Puis ensuite de ça, le sud de l'Ontario, je l'ai fait au complet, comme après ça aussi. Mariette Carrier-Fraser, on l'a connue beaucoup alors qu'elle était
sous-ministre adjointe responsable de l'éducation en langue française en Ontario de 80 93 à 84 à 97. 84 à 97 plutôt. Ça a été un long mandat, hein? Je veux dire, un Oui. terme où tu as vu des grands changements. C'était très mouvementé, disons. oui, les, oui. les chicanes qui existaient entre francophones et anglophones, malheureusement. Parce Tu les as vécues. J'en ai vécu plusieurs. J'ai été envoyée souvent comme médiatrice pour régler certains problèmes par les différents ministres avec qui j'ai travaillé, parce qu'ils disaient, Mariette, tu vas aller le régler, ça, tout simplement. Puis je l'ai fait. Je me suis toujours amusée dans mon travail, par exemple. Oui. J'aimais ça. J'aimais ce que je faisais, alors disons que je réussissais assez bien. Mais est-ce que c'est pas le secret de la vie? Aimer ce qu'on fait. C'est ça. Puis, Hein? si on retourne en arrière, quand j'ai commencé comme sous-ministre adjointe, mon personnel, j'avais un agent d'éducation et une secrétaire. Alors, moi, je disais que j'étais présidente d'un comité consultatif. Oui. Puis les comités consultatifs, Je dans les le temps, connaissais. on les connaissait, où il y avait dans les conseils scolaires Publics. qui étaient publics, oui, les publics, ils avaient des comités consultatifs pour représenter les francophones qui étaient au secondaire C'est ça. et qui n'avaient pas, qui avaient pas de conseillers scolaires. On n'avait pas de conseil scolaire dans le temps. Moi, non, pas du tout. Hein. Alors là, tu as été membre de comités Oh, consultatifs. oui, j'ai été à Cambridge, puis à Hamilton aussi. Il faut aller à la pause. On revient tout de suite après. Restez avec nous, on revient tout de suite. Mais oui. Je suis en compagnie de Mariette Carrier-Fraser. Mariette est connue beaucoup pour ce qu'elle a fait dans le domaine de l'éducation, éducation en langue française. Partout où elle est passée, elle a toujours défendu les droits des francophones. Tu es francophone originaire de Jog. Tu as connu le système, le système scolaire où on n'avait pas d'école française au secondaire. Ensuite, tu as travaillé dans le système. Aujourd'hui, on a nos conseils scolaires. Tu étais là quand on a fait toute la transition. Oui, madame. Et puis, on va parler tantôt. Maintenant, tu es très active dans le domaine de la santé. Oui. Et tu as été présidente de l'AFA aussi. Donc, Oui, on a première présidente de Ouais, la puis là Assemblée de la aussi, francophonie. il y avait des défis. Mariette, as-tu l'impression que partout où tu es passée, il y avait des gros défis à relever? Puis tu étais responsable de trouver des solutions? Probablement, on dirait que je choisissais des endroits où je trouvais que c'était excitant. Alors, j'y allais tout simplement parce que je savais qu'il y aurait des choses intéressantes à faire. Par exemple, juste à Cambridge, quand je suis arrivée j'ai été nommée directrice, pas directrice, mais enseignante responsable. Parce qu'il y avait des classes de langue française dans une école anglaise. Puis là, les parents ont commencé à inciter pour avoir leur propre école. Alors, moi, j'ai travaillé avec la communauté pour s'assurer. Alors, c'était un défi en partant parce que j'avais 25 ans, je pense, quand j'ai commencé à faire ce genre de choses-là. Puis, on a réussi à obtenir notre école. Alors, j'ai été nommée la directrice fondatrice de cette école-là, à Cambridge. Alors, tu vois, une première école de langue française. On avait des classes, mais pas d'école. Puis ensuite de ça, là, c'est au cours des années, j'ai été surintendante régionale pour le ministère aussi. À un moment donné, on a mis sur pied les services consultatifs de langue française pour aider aux écoles à avoir des pédagogues ou bien des conseillers pédagogiques qui pouvaient leur donner un coup de main, parce que les écoles de langue française, il y en avait une par conseil, c'était isolé, hein, puis ils se rencontraient de temps à autre, mais il n'y avait pas beaucoup d'appui. Alors, moi, j'ai pris la responsabilité des services, ensuite comme surintendante, mais c'était la supervision aussi, comme j'étais surintendante, supervision des écoles, aider à l'embauche du personnel, etc. Même si les écoles étaient dans un système scolaire où il y avait des surintendants anglophones, mais ils ne pouvaient pas faire la supervision des programmes francophones. Mais ensuite, au ministère, c'est là que vraiment les choses ont commencé à bouger. J'ai commencé avec une très petite équipe, parce que même à l'intérieur du ministère de l'Éducation, il fallait que j'établisse une certaine crédibilité aussi, parce qu'ils me voyaient sous-ministre adjointe avoir insisté au niveau des besoins des francophones, mais tu sais... femme, moi aussi, là, tu sais, assez jeune. Femme, jeune. Francophone, pas d'expérience. Alors, ils se disaient, bien, on va quand même. As-tu eu l'impression que c'était token un peu? Tu étais là pour une bien, c'est ce que je le disais. service. Puis souvent, moi, j'assistais au rencontre du comité de gestion avec le ministre, le sous-ministre, les sous-ministres adjoints. Puis là, je levais la main et je disais, hey, here's your token francophone. Ah oui, tu leur disais. Alors, puis graduellement, j'ai établi assez de crédibilité. On est bâti une bonne équipe. Moi, j'insistais toujours à ce qu'on reconnaisse les besoins des francophones dans les dossiers. J'ai dit,
on ne veut pas quelque chose, on veut simplement être traité de façon équitable. Puis il ne faut pas oublier, dans toutes les politiques qui sont mises sur pied par le gouvernement, les programmes qui sont mis sur pied, que les francophones aient leur place. C'est tout ce qu'on voulait, ça. Oui. Puis ensuite de ça, là, on a commencé à créer, les francophones ont commencé à insister, tu sais, avec la FCSO. Là, ils ont commencé à vous demander des conseils scolaires de langue française. Oui. La FCSO, pour les gens à la maison, c'était l'Association française des conseils scolaires de l'Ontario. Et c'est l'association, une des associations qui a piloté les dossiers, le mouvement pour avoir les conseils scolaires de langue française. En Ontario, on est allé devant les tribunaux combien de fois? Puis, mais même si on allait devant les tribunaux, pour que le gouvernement soit forcé de nous donner des conseils de langue française. Toi, tu étais au ministère. Comment tu as joué ton rôle? Parce que tu étais toujours d'accord avec nous. Tu étais toujours dans nos rencontres. Oui. Mais de notre côté, est-ce que le ministre avait l'impression que tu trahissais le gouvernement? Non, moi, puis aux francophones, je leur disais toujours, moi, je suis fonctionnaire. Mon employeur, c'est le gouvernement de l'Ontario. Alors, moi, ma loyauté est envers le gouvernement de l'Ontario. Mais ça ne m'empêche pas de rappeler continuellement qu'il y a des francophones en province qui ont besoin de services aussi. Puis on avait des droits. On avait des droits déjà. Qui avaient été recommandés. Parce que la Charte des droits et libertés avait été reconnue. Puis là, le gouvernement même avait changé la loi pour s'assurer que c'était toujours le nombre justifié, mais avec un certain nombre d'élèves, tu pouvais créer des classes de langue française. Puis là, les francophones ont commencé à insister. Avant de joindre le gouvernement, moi, j'ai travaillé fort aussi pour la campagne, pour l'école à Penetang, si vous voulez, le dossier Penetang. Puis quand j'ai été nommée, moi, la ministre a dit, elle le dit en anglais, mais elle a dit « It's safer to have you inside than outside ». Alors, quand j'ai été nommée sous-ministre adjointe, elle a dit « On veut t'avoir avec nous parce que… » Puis j'ai dit, mais pensez pas que je vais rester tranquille. Puis mais je le disais aux francophones, je ne représente pas la communauté francophone. Il y a des organismes qui représentent la communauté. Oui. Moi, je suis là tout simplement pour m'assurer qu'on porte bel et bien attention aux besoins des francophones. Puis là, il y a eu plusieurs endroits où on a eu de la difficulté à créer des écoles. Si on regarde à Kingston, la ville refusait de bâtir. Le gouvernement avait approuvé la création d'une école dans un centre qui était industriel, c'était une ancienne usine. Puis les parents étaient très heureux. C'était une section de langue française dans le temps. Puis le conseil scolaire, pas le conseil scolaire, le conseil catholique voulait les avoir. C'est la ville qui refusait de le faire parce qu'il disait ce n'est pas un endroit où on devrait placer des étudiants, puis on ne devrait. Alors, c'était simplement une raison pour ne pas créer d'école, simplement pour garder les petits francophones dans leur dans les écoles anglaises, parce que c'était des écoles qu'on disait bilingues, mais on sait ce qui arrive dans une école bilingue, les francophones s'assimilent. C'était la même chose à Sault-Sainte-Marie, ou similaire à Sault-Sainte-Marie. Sault-Sainte-Marie, on a eu des difficultés. Geraldton, le gouvernement avait déjà donné l'argent, était rendu au conseil. Le conseil nous avait envoyé une lettre pour dire qu'il la retournait, parce que les francophones n'avaient vraiment pas besoin d'école de langue française là-bas. Imagine, hein? Alors moi, j'avais dit au ministre, parce que là, ça faisait des années que ça traînait, puis j'ai dit, ils sont en contravention de la loi. Ils ont accepté la responsabilité de bâtir une école. S'ils nous retournent l'argent, on peut les poursuivre. Puis j'ai dit, il faut leur écrire une lettre pour leur dire ça. Puis le ministre a dit, on ne peut pas faire ça. Mais les avocats du ministère avaient insisté, puis on leur avait écrit une lettre pour dire, vous êtes responsables et vous devez le faire. Puis pourtant, Geraldton, il y a une communauté francophone très engagée, très active. Puis j'ai l'impression que les francophones, ce n'était pas par méchanceté, parce qu'ils trouvaient, on vous a toujours bien traité. Oui. Hein, les anglophones disaient continuellement ça. On vous a toujours bien traité. Pourquoi vous voulez aller tout seul? Bien, j'ai dit, comme vous voulez avoir vos écoles, pourquoi est-ce que les francophones n'auraient pas les leurs? On n'est pas plus stupides, puis on a quand même droit à quelque chose aussi. C'est l'assimilation qu'on est en train de vivre, là. Alors, plusieurs endroits, je suis allée médiation. C'est quoi le cas le plus grave que tu as vu? Est-ce que, le plus sérieux, ça c'en est un. Ça, le Kingston, c'est un des plus difficiles parce que on avait embauché un médiateur, puis moi, je représentais le gouvernement. Il y avait les avocats, puis ensuite des gens de la ville qui étaient représentés, le conseil scolaire catholique qui était là. Puis le médiateur, après 2 jours, est parti parce qu'il s'était engagé ailleurs. Puis là, les gens ont dit, bon, on ne peut pas arrêter, on s'en avance, là, les choses commençaient à se régler. Puis on m'a demandé, moi, de devenir la médiatrice quand je faisais partie du gouvernement, mais j'ai dit, je ne peux pas, là. Bien, ils ont dit, nous, comme la municipalité et le conseil scolaire, ont dit, si ton ministre puis le premier ministre acceptent, on veut que ce soit toi qui vas médier parce qu'on sait que tu vas être juste. On l'a réglé. Puis on a eu Marie Rivier. On a eu Marie Rivier, exactement. Marie Rivier, c'est l'école secondaire qui est à Kingston. Qui est à Kingston et puis qui existe encore et qui
qui s'épanouit, qui grandit. finalement, Puis qui puis ils grandit avaient un toujours. théâtre aussi ensemble. Puis Oui. c'est C'est utilisé un par la centre communauté. scolaire Un communautaire. centre scolaire communautaire. Puis c'est utilisé aussi bien par les anglophones que les francophones, cette partie-là de l'édifice, etc. Oui. Puis un autre endroit, je me souviens quand on a créé les sections de langue française, les conseils devaient, même s'ils avaient une seule classe de langue française, ils devaient avoir 3 conseillers francophones. Puis ça irritait les anglophones dans certaines régions, c'était incroyable. Puis je me rappelle, j'étais allé sur Manitouage. Le ministre, il dit, Mariette, tu vas aller là. Ben, j'ai dit, qu'est-ce que je m'en vais faire là? Il dit, t'en vas assermenter les 3 conseillers francophones. Le conseil refuse de le faire. Le conseil refusé, je sais. Fait que moi, j'arrive, Les moi, de choses étaient épouvantables. j'arrive de Toronto, là, là, puis là, il me regardait en voulant dire, là, tu sais, elle connaît rien du Nord, elle, puis elle arrive de Toronto, puis elle va nous dire quoi faire. Puis moi, je me suis sincèrement assis avec les conseillers scolaires anglophones, j'ai dit, écoutez, vous ne savez pas quoi faire avec vos classes de langue française. Pas parce pour mauvaise volonté, mais vous ne comprenez pas du tout ce qui se passe, puis vous ne savez pas comment faire les choses. Tout ce que le gouvernement a décidé de faire, c'est d'élire 3 francophones. Ça va être leur problème dorénavant. J'ai dit, ils vont être responsables de la gestion, vous leur donnez les sous pour s'assurer qu'ils sont responsables de la gestion. Mais il y avait peur, tu te souviens, beaucoup d'anglophones, pas partout, mais des endroits, il y avait peur qu'on ne sache pas quoi faire avec l'argent, qu'on la gaspille. Ben, c'est ça. Puis j'ai dit, ces gens-là sont responsables. Puis, puis ils ont dit, mais pourquoi quelqu'un ne nous l'a pas expliqué comme ça? Mais on dit, toi, tu connais rien du Nord. Ben, j'ai dit, écoute, moi, j'ai commencé à leur nommer toutes les petites villes du Nord où j'étais allé. Puis j'ai dit, ben non, vous ne connaissez pas votre coin du pays. C'est ça, c'est dans le Nord, ça, ces endroits-là. Mais ce soir-là, on les a assermentés, les 3 conseillers scolaires. Ils se sont mis ce soir à la table. On est allé prendre une bière après pour régler le problème du monde, avec tous les conseillers anglophones. Mais il faudrait que tu écrives cette histoire-là, parce que si on ne l'a pas vécu, comme moi j'étais là, je l'ai vécu. Toi, tu l'as vécu. Certaines personnes encore, comme des Treva Cousineau, s'en souviennent. Mais à part de ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui se souviennent de cette époque-là. Et puis parce que quand on regarde en arrière, on se dit, mais voyons donc, ça fait à peine 25 ans, là. Ah oui. Ça fait même pas 25 ans, parce que les conseils scolaires sont arrivés en 98. C'est ça, janvier 98. Bon, ça va faire 20 ans, là. Ah oui. En tout cas, on s'en va à la pause. On revient tout de suite. Parce qu'un des endroits que j'ai... Aujourd'hui, en Ontario, les francophones, nos écoles sont belles. Il s'agit d'aller voir les nouvelles écoles qui sont construites pour se rendre compte qu'on a ce qu'il y a de plus moderne, mais ça n'a pas toujours été le cas. Pendant la pause, tu me racontais une des pires situations que tu as vues est à Windsor. En quelle année sommes-nous, là? Oh mon Dieu, on est dans les années 94, 92, je pense, c'est déjà. 92. Oh, oui, au moins. On est tous. On est dans les années 90, définitivement. Oui. Là. Puis, le conseil scolaire catholique avait besoin d'une école secondaire. Ils étaient dans une vieille école. Il y avait des rats même, quoi. Les jeunes, on voyait des rats dans les classes. Puis il y avait des métiers, puis les métiers étaient insécures. Là, les gens auraient pu se couper une main sans problème parce qu'il n'y avait aucune garde pour protéger quoi que ce soit. Puis cette école-là, l'Université de Windsor voulait l'avoir. C'était presque sur leur terrain, puis ils voulaient avoir un stationnement. Puis il y avait une autre école qui était l'ancienne école normale, que l'Université de Windsor avait hérité du gouvernement. Mais là, ce que l'Université de Windsor a décidé dans leur sagesse, c'est qu'ils voulaient que le gouvernement achète l'école normale qui était vide. Puis on a dit, on a payé cette école-là. Le gouvernement l'a déjà payé une fois et vous l'a donnée. Puis on va vous... Parce que finalement, on a réglé le tout. L'école a été transférée au conseil scolaire. Le terrain qui était occupé par les étudiants a été transféré à l'université pour faire leur terrain de stationnement. Alors, les jeunes avaient leur place, l'université avait son stationnement, les choses se sont réglées. Mais il avait fallu que j'amène des conseillers scolaires anglophones dans l'école pour une réunion du conseil. Pour voir ce que ça avait l'air. J'ai dit, amèneriez-vous vos enfants ou vos petits-enfants ici? Ils ont dit, ben non. Alors, j'ai dit, si c'est pas bon pour les vôtres, pourquoi est-ce que c'est bon pour les nôtres? Puis ça, c'était à plusieurs endroits, Mariette. Oui. Dans la province, on a parlé pendant la pause de London, où c'était une vieille école qui tombait en ruine. Puis les francophones étaient supposés d'être fiers de cette école-là. Puis quand les conseils scolaires ont été mis sur pied, il y a eu le transfert d'édifices. Puis le ministre dit, mais pourquoi est-ce que les francophones ont tous des vieilles écoles maintenant, puis ils veulent tous des écoles neuves? Parce que c'est surprenant. Et je dis, mais les anglophones n'ont pas transféré leurs belles écoles. Ils leur ont donné les vieilles. Mais oui. Puis là, il disait, bien,
C'est une question stupide que j'ai posée. Hein. J'ai dit complètement. Parce que c'est normal. J'ai dit, c'est une belle maison. Toi, tu ne la donnes pas à ton voisin pour ramasser un taudis qui traîne de l'autre côté de la rue. Là, c'est ça. Donc, on avait hérité. A hérité de, Puis, de mauvaises choses. On va passer à autre chose bientôt. On parle toujours d'éducation, mais je pense que c'est tellement important de retourner à peine 20, 25 ans en arrière pour voir comment ça se passait. Moi, je me souviens, quand nos enfants n'avaient pas de manuel non plus en français, ils apprenaient à lire sur des photocopies. Puis les photocopieuses n'étaient pas tellement bonnes non plus. Non! Maintenant, on a le Centre franco-ontarien. C'est ça. C'est quelle évolution, hein? Oui. Parce que si on regarde nos collèges, parce que j'ai collèges? présidé la fondation du Collège boréal, Grand Lac, qui était un échec, malheureusement, mais ce n'était pas le temps de bâtir quelque chose comme ça à cette époque-là. Oui, Ensuite, c'était avant-gardiste. Puis les conseils scolaires de langue française, bien moi, j'ai travaillé avec les avocats pour presque tous les projets de loi qui ont finalement mené au conseil scolaire de langue française. En avril 97, la loi est passée. Puis c'était mis en œuvre en janvier 98. Puis moi, j'ai pris ma retraite en octobre 97, juste entre la mise sur pied puis la loi qui est passée. Donc, tu as vu vraiment, écoute, si on parle de ton enfance, là, puis de ton implication comme enseignante, puis tu as vu, tu es passé presque à travers toutes les étapes de ce qu'on a eu. Là. Le règlement 17, là, ça faisait longtemps qu'il était, on disait qu'il était oublié, mais il était encore vivant dans son esprit. Ah, exactement. Parce que si on regarde, en 60, quand j'ai gradué de l'école secondaire de Hearst, vraiment, c'était presque tout le temps. J'avais presque gradué en anglais, si on veut. Oui. C'est fou. Mais donc là, c'est l'éducation qui a été le cœur de ta profession. Mais une fois que tu as laissé l'éducation, bien, tu as aussi fait beaucoup de bénévolat en éducation. Mais une fois que tu as laissé, tu as pris ta retraite, tu as décidé que tu t'engageais à fond, mais dans d'autres domaines. C'est ça. Tu es devenue la première présidente de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, qui était un nouvel organisme, c'est-à-dire que c'était un ACFO réorienté, repensé. C'est ça. Qui n'avait plus beaucoup de crédibilité. Puis il y avait aussi avec Direction Entente Communauté Canada que le gouvernement avait mis sur pied pour négocier. Les ententes. Alors, puis il y avait au niveau de la communauté, au niveau de la communauté francophone, vraiment, il y avait un vide qui avait été laissé parce que il y avait beaucoup de personnes qui avaient perdu confiance en l'ACFO. Ben oui. Puis les gouvernements ne voulaient rien savoir, que ce soit au niveau provincial ou fédéral, je veux dire, ils disaient. Puis, à ce moment-là aussi, c'était l'époque où on avait beaucoup de minorités raciales et ethnoculturelles qui faisaient partie de notre communauté francophone. Ils étaient dans nos écoles, ils voulaient s'impliquer dans les différentes communautés. Ça commençait, là. Ben ça oui, commençait. c'était important. Puis, leur arrivée était assez récente, puis ils voulaient s'impliquer, puis on ne savait pas trop comment les impliquer. Non, c'est ça. Puis les gens, je ne sais pas, parce que normalement, au début, les minorités raciales et ethnoculturelles qui arrivaient venaient de pays anglophones surtout. Mais ensuite de ça, c'est le Sénégal, le Congo, l'Haïti, les gens, il y a beaucoup de francophones qui ont immigré au Canada, puis ils ne se retrouveraient plus nulle part. Ils étaient francophones, ils n'étaient pas acceptés par la communauté franco-ontarienne. Non. Puis c'est malheureux. Puis ensuite de ça, là, puis moi, les gens ont dit, mais pourquoi tu te présentes à la présidence de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario? Parce que j'avais aidé, moi, j'avais travaillé, moi, sur les dossiers pour la créer, cet organisme-là. Oui. Mais j'ai dit, je pense que c'est un défi qui est important à relever, puis je pense que j'ai l'expérience, parce que j'ai été impliquée au niveau de la communauté, puis j'étais en éducation, puis je pense que je peux quand même apporter quelque chose. Puis moi, j'avais 2 objectifs en tête. L'intégration des communautés raciales et ethnoculturelles dans la communauté franco-ontarienne. Parce que pour moi, je me dis, ça, c'est ridicule. Puis ensuite de ça, c'était établir une crédibilité avec les gouvernements, la communauté dans son ensemble, si on veut, les médias francophones, etc. Alors, ça n'a pas toujours été facile. Tu sais, dès le début, on était quand même 22 ou 25 membres. Ça fait, quand tu parles des membres, ce sont des associations qui sont membres. Oui. Mais il y a aussi des membres individuels, hein? Oui. Mais ce sont surtout les associations. Les associations puis les institutions. C'était pas évident de repenser cet organisme-là. Est-ce qu'on représente par région de la province? Est-ce qu'on représente par dossier, par secteur d'activité? Donc, finalement, on est arrivé avec un mélange des deux. Puis, tu sais, c'est arrivé aussi parce que l'organisme était nouveau, puis la communauté francophone avait perdu confiance en son organisme porte-parole. Tout le monde voulait être à la table.
Oh, C'est mon pour ça Dieu, qu'on a oui. établi un si gros CA. Oui. Parce que c'était pas ce qui fonctionnait, c'était une petite armée. C'est essayer que de, ben, pas de plaire à tout le monde, mais d'essayer de Ben, faire avancer les dossiers. mais c'était ça, essayer Mais de c'est plaire ça. à tout le monde pour refaire la crédibilité. Exactement. Alors, les premières années ont été quand même assez... Assez rough. oui, puis, comment dire, rock and roll. Rock and roll, oui. Alors, c'était quand même... Mais c'était tout un défi. Puis moi, ben, quand j'ai pris le poste de ministre adjoint, c'était un défi. Je commençais avec 3 personnes. On était 3 personnes dans mon équipe. Quand j'ai quitté, on était 2000 quelques dans notre division. Parce que moi, il m'avait donné tous les dossiers francophones et anglophones. J'avais le financement d'éducation. Oui. C'est dans tout anglais, français, nonobstant la langue, ça n'avait rien à faire. Alors, avec la FO, bien là, c'est un autre défi que j'ai dit, bien, je vais le relever. Puis les gens disent, pourquoi tu penses ça? Mais je pense que je suis malade. Oui. Oui. Je le disais avec farce parce que je l'ai dit dans mon discours, quand je me suis présenté. J'ai dit parce que vraiment, je ne suis pas, T'es masochiste. pas bien, je suis pas tellement masochiste, mais j'ai dit, je pense que je suis malade. Mais ça a bien réussi parce que si on regarde la FO aujourd'hui, Ben oui. le nombre a diminué, les gens travaillent bien ensemble, il y a une crédibilité oui. qui a été établie auprès des gouvernements. Oui. Alors, toi, tu as été la première présidente. Tu as fait 2 mandats, c'est Oui, ça? c'est ça, 2 mandats 2 mandats de de 2 2 ans. ans. Puis après ça, ils ont augmenté à des mandats de 3 ans. 3 ans. Et maintenant, c'est Denis Vaillancourt C'est ça. qui termine son 2e mandat C'est ça. de 3 ans à l'automne, je pense. Je hein? pense bien, oui. Oui. On va aller à la pause. On revient tout de suite. Je suis en compagnie de Mariette Carrier-Fraser. Mariette a bâti beaucoup dans la communauté. On a parlé beaucoup de tout ton parcours professionnel dans l'éducation. Parlons de ton bénévolat. C'est là que je voulais aller tantôt. On n'a pas eu le temps parce qu'il y avait trop de belles histoires encore à raconter sur l'éducation. Mais tu as décidé de travailler. Bien, on a parlé un peu de la FO. Oui. Et on va parler maintenant de la santé. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans le dossier de la santé qui t'a intéressé? Parce que ça, c'en est un autre où il n'y avait pas grand-chose, là. Bien, c'est justement pour ça que je me suis intéressée au tout, parce que je me disais, on est à peu près en santé, disons, en 2010, là, on était à peu près au même endroit où on était en éducation dans les années 60. Parce que quand même, peut-être certaines régions, comme on regarde ici, à la région d'Ottawa, il y a quand même beaucoup plus de services. Mais de façon générale, les francophones ont vraiment très peu d'accès aux services de santé en français. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on va établir le réseau de la même façon qu'on peut le faire en éducation, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais quand même, je me suis dit, à ce moment-là, que le dossier santé, c'était un dossier sur lequel, où il y avait beaucoup encore de défis à relever, si on veut. Des gros défis. Puis, avec l'expérience que j'avais eue au niveau du gouvernement, je me disais, bien, il y a Ouais. peut-être certaines choses que je vais pouvoir faire. Puis, la première fois que je me suis impliquée, c'était avec le groupe Savoie, vraiment, qui, après que mon fort a été protégé, puis finalement est devenu ce qu'elle est présentement, moi, ils m'a demandé de siéger sur un groupe qui faisait un rapport au gouvernement pour faire certaines recommandations, etc. Puis à partir de là, je me suis impliquée dans d'autres dossiers. J'ai été présidente d'un centre de santé communautaire dans la région, puis j'étais à Hamilton, Hamilton Board of Health. Alors, me suis impliquée dans toutes sortes de dossiers de cette façon-là. Comment on peut arriver dans des régions comme Hamilton ou je sais comme tu sais, dans le coin de Brampton aussi où il y avait beaucoup de revendications. Comment on peut arriver dans des endroits comme ça à avoir des services en français? Et est-ce qu'il y a des créneaux qui sont plus importants que d'autres? Est-ce qu'il faut établir des priorités? Il faut établir des priorités avec la communauté. Qu'est-ce qui est important pour la communauté? Qu'est-ce que c'est qui est important selon toi d'habitude pour la communauté? Oh mon Dieu, au niveau Santé des services en familiale? français, les soins primaires, très souvent. Oui. Un médecin de médecin de famille. C'est ça. Santé mentale. Oui, puis ça, c'est un dossier où il y a encore, puis ça va durer longtemps les problèmes parce qu'on n'a pas vraiment les professionnels de santé qu'il nous faut. C'est en santé, une des grosses lacunes, c'est le manque de professionnels de santé. Puis il y en a, pourtant, on ne sait pas où ils sont. De plus en plus, avec la Société Santé en français, avec les réseaux qui ont été mis sur pied par le gouvernement, on commence à pouvoir rejoindre les professionnels de santé qui parlent français. Oui. Puis, dans les régions où il y a très peu de services en français, il faut travailler avec les anglophones, avec les hôpitaux anglophones. C'est pour ça que les réseaux, vraiment, vont réussir à faire beaucoup de choses parce qu'ils sont dans la communauté.
Puis Les il réseaux, coordonne, oui, il oui, essaie de oui. coordonner des services, puis de découvrir où sont les services, puis de l'afficher. Moi, je regarde, je suis membre du réseau encore, là, je finis mon mandat cette année, Le réseau santé de l'Est de l'Ontario. de l'Est d'Ontario. C'est ça. OK. Mais on regarde, là, il n'offre pas de service. Mais il essaie de voir où les services existent, encourager les gens à en créer d'autres, les pourvoyeurs de santé, travailler avec les AirList, là, les réseaux locaux d'intégration des services de santé. C'est ça. Puis il faut que la communauté se rallie pour travailler ensemble, puis essayer de créer des lieux de service. Oui. Puis c'est pas évident, parce que les personnes les plus âgées, puis notre population est une population vieillissante, sont habitués à se satisfaire de ce qu'on leur donne, malheureusement. Il y en a quand même qui sont activistes aussi, mais d'autres bien, disent on ne veut pas faire trop de bruit parce que peut-être qu'ils nous donneront rien. Ouais. C'est malheureux, oui, ça. Tu as raison. Puis les jeunes parlent tellement bien les deux langues que très souvent, ils ne prennent pas la peine de vérifier s'ils peuvent avoir un service en français. Oui. Alors, Ben, il parle bien les deux langues jusqu'à temps qu'il soit très, très malade, puis là, que le naturel va revenir au galop. oui, là, exactement. Puis souvent, ils vont des traumatismes, que ce soit au niveau du cerveau, quoi que ce soit, la personne perd la langue qui n'est pas sa première langue. Absolument. Alors là, ça crée un problème. Puis des personnes qui sont assez jeunes, parce qu'on avait eu une expérience d'une femme de quarantaine d'années, justement, qui avait souffert un AVC, puis qu'elle parlait, puis elle disait avec des gens, puis les gens ne me répondaient pas. J'étais dans un hôpital anglophone, puis il y a personne qui m'a dit, moi, dans ma tête, je parlais anglais. Puis elle dit, je ne parlais pas du tout. Oui. Imagine. Imaginez-vous donc. Alors, puis en vieillissant, les personnes aussi, soit une démence prématurée ou des choses du genre, ça peut... Tu perds ta langue, tu ne t'en souviens plus. Oui. Alors, il y a des défis au niveau santé incroyables. Mais déjà, moi, depuis que je suis impliquée, je vois déjà des changements au niveau de progrès. Il y a beaucoup de changements. Et tu travailles à Montfort. Montfort est comme une espèce de centrale électrique. Un phare pour la communauté. Oui. Un phare pour la communauté. Puis les communautés en ont toutes besoin d'un phare. Il y en a qui vont dire, c'est à Ottawa. Ottawa, ils pensent toujours qu'ils sont mieux que les autres. Mais il reste que c'est ici qui est Montfort. Oui. Et l'attitude de Montfort, c'est de partager son savoir. C'est ça. Puis avec la télémédecine et les choses du genre, maintenant, ça. de plus en plus, on abat les murs. Puis ça devient plus ouvert. Tu es membre du conseil d'administration de Montfort. Oui. Puis tu as été présidente de comité. Tu as été présidente du CA? Non, hein? jamais. Puis Non. je refuse toute présidence. OK. Parce que j'en ai fait assez dans ma... J'ai été présidente Mais tu as longtemps travaillé dans ma vie. beaucoup à la création de l'Institut du savoir. Ça, j'ai présidé la création. Tu as présidé... Bon, ben c'est Oui. ça. Je savais que Oui. j'avais vu ça. Tu as présidé la création de l'Institut du savoir. Ça, c'est une porte vers des services partout. Oui. Explique-nous qu'est-ce que Mais ce c'est. qui arrive, l'Institut de savoir, c'était un institut de recherche définitivement. Alors, les chercheurs travaillent avec l'Université d'Ottawa, on les établissent des priorités, etc. Nous avons notre nouveau chef de direction, qui est le Dr Bilodeau, qui est vice-président des affaires universitaires également. Puis, l'Institut de savoir fait la formation professionnelle aussi à l'intérieur de l'hôpital, des gens qui ont besoin de formation. Puis, ça, c'est fait aussi avec le Centre Prométhée. Puis ensuite de ça, c'est la formation des étudiants qui viennent pour faire des stages. Les étudiants en médecine, des infirmières. On fait des formations, ils n'ont pas leur formation à non, mais ils l'université. l'apprennent à au collège? l'université, mais ils viennent pour faire des stages. Alors, on les encadre. On les encadre, puis ils sont suivis, puis sont... Et comme on les encadre dans la philosophie Montfort, qui est une philosophie de compassion. Aussi, mais c'est s'occuper du surtout patient. pour les préparer comme des infirmières praticiennes, des infirmières qui graduent du collège. Mais même pendant leur formation au collège, ils sont obligés de faire des stages de quelque part. Alors, ils viennent les faire. C'est leur praticum, si on veut, à l'hôpital. Alors, puis on reçoit des gens qui font une formation en affaires, mais pour l'administration administration hospitalière. Alors, chose du genre. Alors, c'est... Donc, l'Institut du savoir fait partie de Montfort, mais Non. c'est de la... Non? Ne fait plus. L'Institut du savoir, maintenant, est incorporé. OK. C'est l'Institut du savoir Montfort, mais Montfort utilise leur service pour faire la formation des stagiaires qui viennent à Montfort, parce que Montfort a un mandat universitaire maintenant, comme tu le sais, depuis 2013. Ben oui. Alors, les étudiants qui viennent là... C'est situé où, l'Institut du savoir? Il y a des bureaux dans Montfort, dans l'hôpital même, puis dans un édifice à côté aussi. OK. Mais les étudiants qui viennent ont leur formation directement dans l'édifice. Dans l'hôpital. Oui, puis de cette façon-là, l'Institut du savoir
permet à Montfort de rencontrer ses exigences au niveau d'un hôpital universitaire. Ah, ça contribue à ça également. Vous dansez des choses? Bien, parce que j'ai été là. Ça fait quand même plusieurs années que je suis là. Hein? Ah, ça va la pause, restez avec nous. Mariette, t'es aussi, on parlait de Montfort, de l'hôpital Montfort avant la pause, et l'hôpital a maintenant une politique linguistique pour les médecins. Pourtant, les médecins ne sont pas des employés de Montfort. Non. Par contre, Montfort peut exiger des médecins pour donner des privilèges. Il faut qu'ils parlent français et anglais. Ce qui arrive, simplement, c'est que la mission de Montfort est claire. Hein? C'est une institution francophone qui offre des services dans les 2 langues. Maintenant, pour la sécurité du patient, on tient toujours la sécurité du patient en tête. Okay. Si tu as une personne qui est unilingue anglophone, par exemple, un médecin unilingue anglophone qui offre des services, puis la personne est unilingue francophone, il y a un problème, là, parce que la qualité de service dépend de ton habilité à comprendre la personne qui a un problème, puis le patient qui veut se faire soigner. Alors, les médecins, quand ils arrivent, s'ils ne parlent pas... Les francophones doivent parler anglais aussi, par exemple, parce que puisque c'est une institution, les services sont offerts dans les 2 langues. Alors, les infirmières, les médecins, tous ceux qui ont contact avec les patients doivent parler les 2 langues. Un médecin qui nous arrive, qui ne parle pas français du tout et qui veut quand même travailler chez nous, je dis chez nous parce que Montfort, c'est devenu chez nous. Mais oui, c'est correct, ça. Alors, ce qui arrive, c'est que cette personne-là s'engage à apprendre le français dans 3 ans. Ils ont 3 ans pour le faire. Puis, à la fin de 3 ans, s'ils sont évalués puis il n'y a pas de progrès qui a été fait, bien, ils perdent leur privilège. Ils perdent leur privilège. Puis j'étais à une rencontre à un moment donné où il y avait le CA avait pris la décision de ne pas renouveler les privilèges d'un médecin qui n'avait pas... Mais lui-même s'était retiré parce qu'il n'avait pas pu, en fait. Que personne... C'était facile à faire. Donc, à Montfort, on s'attend à ce que tout le personnel qui fait affaire avec les patients parle et français et anglais. Oui. Parce que moi, je dis au début, parce que je me rappelle quand on a commencé à discuter de la politique, mais j'ai dit, il y a des francophones, là, puis notre hôpital doit offrir des services en français, mais ils ont dit, si la personne qui est à l'hôpital, on a beaucoup de patients qui sont anglophones, qui ne parlent pas français du tout. Puis si on a quelqu'un qui s'occupe d'eux, qui ne comprend pas un traître mot de ce que la personne dit, ça peut poser... Imagine-toi, la personne peut être grandement à risque, le patient. Sûr. Alors, c'est dangereux. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre, même les bénévoles qui sont en contact parlent les 2 langues. Oui. Moi, je me souviendrai toujours il y avait un rapport, il y a très longtemps, qui avait été fait sur la santé en français, puis c'était... tu te souviendras certainement qui l'avait fait, c'était à Toronto. Je me souviens plus. Monsieur Dubois? Non, c'était pas Dubois. Mais il avait donné l'exemple d'un patient, un francophone, qui était arrivé, vraiment, c'était vrai, dans un hôpital, puis il avait dit « j'ai mal au cœur ». Puis le médecin pensait qu'il fait une crise cardiaque. Qu'il faisait une crise cardiaque. Oh oui. Tu sais? Puis donc... il y a des histoires d'horreur au niveau de la langue. Parce que des patients dans un hôpital mental qui étaient là, je ne sais pas combien d'années, puis ils n'avaient pas dit un mot. Puis à un moment donné, il est arrivé quelqu'un francophone, une infirmière qui parlait français, puis lui a parlé français, puis il a commencé. Puis les gens ne savaient même pas qu'il était francophone. Ils ne savaient même pas qu'il pouvait parler. Non, ils ne savaient pas qu'il pouvait parler. La personne disait, ça ne sert à rien de parler, il n'y a personne qui me comprend de toute façon. Imagine-toi, alors... Non. C'est un beau créneau que tu as pris, hein? Oui. Donc, il y a eu l'éducation, la faux entre les deux, la santé. Est-ce qu'il y a autre chose que tu fais? Oui. Bien oui, parce que je regarde aussi un des dossiers qui est important. Je suis présidente du conseil consultatif du ministre pour les services en français. Alors, je suis présidente du conseil qui fait les recommandations au ministre pour les changements. À la ministre déléguée aux Affaires francophones? Non, au ministre de la Santé. Moi, je me rapporte au ministre de la Santé. Je suis nommée par ordre en conseil pour... C'est quoi l'ouverture? Quand tu compares au temps où toi, tu as travaillé, puis maintenant, est-ce que tu trouves que les élus, de façon générale, sont ouverts? Les élus, de façon générale, l'ont toujours été. Oui. Les gens te disent, mais Mariette, avec quel ministre as-tu le mieux travaillé? Ils étaient tous de bonne volonté. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui était là qui ne voulait rien faire. Même John Baird. Oui. Il y en a qui me disaient John Baird. Moi, j'ai aimé travailler avec John Baird. Oui, parce qu'ils étaient... Mais il disait toujours,
nous ne sommes pas élus par les francophones. Alors, il faut faire attention des décisions qu'on prend, comment ça va affecter notre chance d'être réélu la prochaine fois. Mais comme dans la plupart des situations, même les ministres qui voulaient vraiment bien faire les choses, attendaient toujours que la Cour décide. Oui. Puis quand la Cour décidait, il disait, Mariette, là, on va dire aux gens, ben, on est obligé de le faire, la Cour nous a forcé à le faire. C'est ça. Alors, non, puis je trouve avec le ministère, avec le ministre de la Santé, celui qui est là, le Dr. Hoskins, là, Oui. on s'entend très bien parce qu'il dit toujours, on ne peut rien te passer, toi, tu as été fonctionnaire assez longtemps, tu sais comment on fonctionne au gouvernement. Mais j'ai dit justement, alors... Puis, non, je trouve que ça... Puis Mme Meyer, comme de raison, elle fait des miracles. Oh, oui, écoute, on ne peut pas dirais. être mieux servi. Non. La politique, ça t'a jamais intéressé, Mariette? Non, il y a des politiciens qui m'ont approché quand j'étais même fonctionnaire. Puis je leur ai dit, le problème que j'aurais, moi, parce que j'ai dit, je ne serais pas capable, comme ils disent en anglais, toe the party line. Non. Moi, me plier simplement parce qu'on a décidé de faire ces choses d'une certaine façon, puis ça va contre mes principes complètement. Même comme fonctionnaire, j'ai toujours dit, le jour où je ne pourrai plus, je trouve que c'est vraiment contre mes principes d'appuyer certaines choses, je vais démissionner, puis je vais me trouver d'autres choses à faire. Oui, oui. Donc, c'est important pour toi de te sentir bien dans ce que tu fais. Oui, puis d'une certaine... moi, mon intégrité personnelle est essentielle pour moi. Puis me dire, si je ne peux pas l'accepter, je me dis, je ne ferais mieux de ne pas être là parce que je vais mal servir mes patrons. Puis pour moi, je ne serais pas heureuse. Tu vas te rendre malade. C'est ça. Tu as eu beaucoup de reconnaissances. Docteur honorifique de l'Université d'Ottawa en 2007. L'Alliance des femmes francophones canadiennes, lors de leur 100e anniversaire, t'ont nommée comme une des 100 femmes qui ont le plus contribué... Au cours des 100 dernières années. Dans les 100 dernières années. À travers le Canada? Ah oui. C'est beaucoup, hein? Puis moi, mon petit-fils, j'ai dit ça, mon petit-fils, grand-maman a été nommé. Bien, c'était pas 100 ans. Mais c'est vrai, tu n'as pas 100 ans. Mais tu as eu le prix de la francophonie du gouvernement de l'Ontario à l'automne dernier. Lors de la ville d'Ottawa. Lors de la ville d'Ottawa. C'est toutes des belles reconnaissances. Mais tu sais, il y en a un dans ça qui est très important pour moi, c'est le prix Mariette. Oui, oui. Parce que c'est les gens de Hearst qui ont décidé, à un moment donné, de créer un prix pour contribution exceptionnelle à la francophonie, mais quelqu'un qui venait du Nord. Puis j'ai eu le premier prix, puis depuis, le prix est remis à tous les 2 ans à quelqu'un qui a contribué de façon spéciale, mais qui vient de cette région. Est-ce qu'il y a une école qui s'appelle Mariette Carrier? Non. Pas encore? Non. Ah, bien, il va falloir qu'on travaille là-dessus. Il nous faut une école Mariette Carrier-Fraser. Non, mais c'est vrai, hein, c'est une façon de rendre hommage aux piliers de notre francophonie. Jean-Robert Gauthier en a une, Gisèle Lalonde en a une, Michel Gratton en a une. Maurice Lapointe. Maurice Lapointe. Pierre Savard. Pierre Savard, oui. OK, on va travailler là-dessus. C'est quoi qui est important pour toi aujourd'hui dans la vie, Mariette? Bien, de sentir que j'ajoute quelque chose qui va permettre aux gens de mieux vivre dans leur langue. Puis si je fais partie d'un organisme qui ne m'apporte rien, puis que je sens que je ne contribue rien, je préfère ne pas rester. Est-ce que ça peut arriver, ça? C'est arrivé une fois mais c'était une équipe, c'était un groupe anglophone qui était censé faire quelque chose pour les francophones. Puis je me suis rendu compte après 1 an. Alors, je leur ai écrit une belle lettre les remerciant de m'avoir accepté dans leur équipe, que leur travail, c'est un travail noble qui permettait de... Mais j'ai dit, ce n'est pas quelque chose... Vous n'avez aucun intérêt à s'assurer que les francophones, puis c'était pour les jeunes francophones ont les mêmes privilèges. Alors, j'ai dit, je vous tire ma révérence. Bon, c'est ça. Simplement, tu sais, sans créer de fluff, là. Ben oui. Mais je me dis... Puis, un autre travail que j'aime faire, pas un travail, mais un autre du bénévolat, c'est au centre gig. Ah, bien, on s'en va à la pause. Pour le retour, tu nous racontes ça. On va avoir seulement 2 minutes ou 2 2. Oui. Mais je trouve ça fascinant, ce que tu fais au centre gig, puis aussi avec les filles de la sagesse. Bien, c'est parce qu'elles font partie du centre gig. Ah, OK. On s'en va à la puis, pause. Puis, ce sont des laïcs. N'importe qui est membre peut avoir un service de transport. OK. Ils s'appellent, puis... Ah, bon, OK. On en parle au retour. Mariette, c'est une grand-maman exceptionnelle aussi, là. 2 petits-enfants, un petit-fils, une petite fille. Ta petite-fille, bien, ta petite-fille qui est rendue grande, vient de finir son bac, elle s'en va à la formation des enseignants. Ton petit-fils? Lui, il étudie en lettres françaises à l'automne parce qu'il ne sait vraiment pas où il veut aller. Là, c'est un programme excellent en lettres françaises. Oui, c'est ça. Il a décidé d'aller là. Puis c'est beau, c'est beau. Parle-nous, tu
tu as 30 secondes pour nous dire à propos du centre geek ce que tu fais. Ah bien, pour le Centre Geek, c'est un centre de jour pour les personnes Oui. âgées. Ils offrent un service de transport. Alors moi, je me suis inscrite. On m'envoie un horaire à toutes les semaines, puis je choisis les moments où je suis libre pour le faire. Puis c'est des personnes âgées qui ont des rendez-vous chez le médecin, à l'hôpital, etc., des traitements. Alors je les transporte. Très souvent, bien, la plupart du temps, je les attends. Je m'assois avec eux, j'attends. Puis c'est une expérience absolument extraordinaire parce que si ça ne m'apportait rien à moi, sauf un transport, mais non, mais parce que ça m'apporte beaucoup, parce que ce sont des gens qui ont eu des expériences de vie absolument extraordinaires. Alors, moi, je me dis, bien, j'espère, quand je vais avoir de cet âge-là, surtout celles qui sont simplement en bonne santé, mais pas en bonne santé, qui ont des problèmes de santé, Ouais, mais mais qui sont c'est quand même, normal, sont oui, alertes, oui. c'est le fun. Alors, je le fais parce que j'aime ça. Mais tout ce que je le fais parce que je l'aime. Puis le secret, c'est ça le secret de ton Oui. succès? J'ai l'impression, c'est de faire ce que j'aime, puis que ça apporte quelque chose à quelqu'un, puis ça m'apporte quelque chose à moi aussi. C'est une satisfaction personnelle, puis savoir que ça aide quelqu'un Pour d'autre. te changer les idées, tu lis? Tu fais quoi? Ah, je lis beaucoup. Oui. Je fais des mots croisés. Ah, moi aussi. On va vivre. Je marche, je fais beaucoup d'exercices. Ah, c'est bien. Puis j'ai tellement de réunions que j'ai pas tellement de temps libre. Ah non, non, non. Merci beaucoup d'être nous rencontrer aujourd'hui. Ça a été un grand, grand plaisir. Puis félicitations, puis merci. Mais ça m'a fait vraiment plaisir d'être Merci à ici. vous aussi d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle fin de journée, puis je vous souhaite tout l'amour du monde. On se voit demain. Merci, Marie-Ève.